Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Maître Maxime Epler, qui est avocat depuis 17 ans. Je crois que vous êtes avocat à Paris Ça. et exclusivement dédié au droit de la famille. Et moi, je sais que Maître Epler a aussi une spécialité dans le droit international privé et c'est des choses qu'on va évoquer ensemble. Donc, Maître, j'ai lu une tribune là, il n'y a pas très longtemps dans l'Obs, hyper intéressante, vraiment très intéressante, qui relevait pas mal de choses qu'on ne connaît pas forcément, nous, en tant que justiciables, en tant que complètement profane dans le domaine. J'ai relevé notamment que en 2018, donc la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale, ça vous le savez. Mais Oui. pour autant, les faits divers se succèdent avec des féminicides, avec également, il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup de violences faites aux enfants. Face au système judiciaire, on est un petit peu démunis parce qu'en France, le système est basé sur la preuve. Or, Effectivement. voilà, donc il y a la parole de l'enfant, il y a la parole du parent, et dans les violences notamment intrafamiliales, il y a beaucoup de non-dits, il y a évidemment des choses qu'on ne voit pas. Par rapport effectivement à cette histoire de grande cause nationale décrétée en 2018, depuis tout le régime de l'ordonnance de protection, donc on peut obtenir devant le juge aux affaires familiales, qui est une décision qui est un peu hybride entre le civil et le pénal, qui permet à la fois la protection donc, du parent victime de violence, que ce soit une épouse, une pacsée ou une concubine. J'emploie volontairement le féminin parce que c'est quand même la réalité, c'est que c'est quand même essentiellement des violences faites aux femmes, mais également des violences faites aux enfants, qu'ils soient du couple ou qu'ils ne soient pas du couple. C'est-à-dire que ça peut être l'enfant d'un seul des deux parents. Voilà. Ce régime-là, suite à la déclaration de grande cause nationale, il y a eu également un Grenelle des violences conjugales qui a conduit fin 2019 à une refonte du régime de l'ordonnance de protection, Hmm, qui peut désormais être obtenue en 6 jours entre d'accord. le dépôt de la demande et la décision. Voilà. Il y a certes un débat contradictoire qui est prévu avec la partie adverse. Hmm, Bien souvent, la partie adverse, comme on est sur une période de 6 jours, a un temps un peu limité pour préparer sa défense, alors que la personne victime de violence a, elle, la possibilité, dans certaines situations, de préparer en amont son dossier. Et notamment, et c'est ce que vous soulignez, de préparer ses preuves. hmm. Voilà. Alors, on va se faire taire tout de suite les idées reçues. Il faut pas forcément, même une plainte non encore instruite peut être versée au débat devant le juge aux affaires familiales. C'est pas parce qu'elle n'est pas encore traitée que le juge aux affaires familiales va pas tenir compte d'une enquête qui est en cours. De la même manière, bon, des témoignages quand c'est possible. Après, il est certain que sans la moindre preuve de violence qui soit à la fois vraisemblable Hmm. et actuelle, l'ordonnance de protection peut être refusée. Mhm. Ce que j'avais lu dans la tribune et ce que je connais dans certaines affaires privées, c'est que je crois que c'est à peu près 70% des plaintes dans le cadre d'un divorce, par exemple, 70% des plaintes pour violence, violence sur l'enfant ou violence sur la personne sont classées sans suite. Donc c'est la raison pour laquelle cette tribune relevait que la parole aussi du parent dit protecteur était décrédibilisé parce qu'on le... alors les mots exacts, c'est que le parent lanceur d'alerte est estimé et vu comme le parent qui instrumentalise et endoctrine l'enfant. Ce qui fait que dans ce cadre-là, ça complique un petit peu le travail j'imagine, votre travail d'avocat. Alors, je ne partage pas forcément ce point de vue. D'accord. On n'a pas forcément cette présomption d'endoctrinement de l'enfant par le parent victime. Mhm. Et ce d'autant que l'enfant, s'il est suffisamment âgé, suffisamment doué de discernement, peut être entendu par le juge. Ce Mhm. qui est dans un laps de temps très limité si on est dans le cadre d'une ordonnance de protection qui, encore une fois, dure. La procédure est supposée durer 6 jours entre le dépôt de la demande et la décision. Donc, faut vraiment faire très, très attention sur ces délais. Concrètement, l'enfant qui le demande peut être entendu. C'est pas forcément une demande du parent.
Après, la pratique est divergente selon les tribunaux, mais notamment en région parisienne, chaque barreau a ce qu'on appelle à Paris une antenne des mineurs. C'est un réseau euh, d'avocats qui sont désignés par le bâtonnier parce qu'ils sont spécialement formés et spécialement rompus à l'audition des enfants. Donc c'est un réseau d'avocats. À ce moment-là, C'est un réseau d'avocats qui a suivi une formation spécifique et qui, du coup, est sur les listes d'avocats désignés commis d'office, puisqu'un enfant va pas payer l'avocat avec son argent de poche, hein. C'est un avocat qui est pris en charge par l'État et qui, du coup, rencontre l'enfant avant son audition et qui est présent avec l'enfant au moment de l'audition. et comment connaître l'accès à ce réseau du coup? De deux choses l'une, soit l'avocat de la victime l'évoque, Mhm. soit la victime lors de l'audience, par exemple, si elle n'est pas assistée d'un avocat, dit oui, mais moi, mon fils ou ma fille aimerait s'exprimer. Et là, le magistrat a la possibilité d'ordonner cette audition. Et assez souvent, et là, je parle encore une fois pour les juridictions de région parisienne, parce que la pratique est vraiment très, très différente selon les régions. La désignation d'un avocat est systématique. Mhm. Ni la mère ni l'enfant n'ont qu'une démarche, ne serait-ce que l'enfant écrire un courrier qui tient en une ligne. Bonjour, monsieur le juge, je sais qu'il y a une procédure qui concerne mes parents et je souhaiterais être entendu. Mhm. Pas besoin d'en dire plus. Pas besoin d'en dire plus. Quand Voilà. ils sont entendus par la suite, c'est diffusé à l'autre parent ou ça Alors, à reste l'issue de secret? l'audition, un procès verbal est disponible pour être consulté par l'avocat. S'il n'y a pas d'avocat, bon, on peut, je crois qu'on peut, mais bon, étant avocat, moi, la situation se présente assez peu. Le procès verbal peut être consulté, il ne peut pas être retiré, c'est-à-dire qu'on on peut pas en avoir une copie. Et moi-même, je n'ai pas le droit, j'ai encore une de mes clientes ce matin, je ne peux que leur lire, et encore dans les grandes lignes, ce qu'il y a dans le procès verbal. C'est-à-dire que Pour éviter oui. toute représailles sur l'enfant. Ben, c'est la question que je vous posais en fait. C'est à partir du moment où les propos de l'enfant sont visibles, à ce moment-là, il peut y avoir de Il la peut y part. avoir représailles, il faut absolument pas que le parent ait un accès littéral au contenu du procès verbal d'audition. Mhm. Il y a en France la problématique de la preuve, ce qui est en soi plutôt intéressant, mais qui évidemment rend difficile la suite des plaintes en fait. Et vous n'avez pas Alors, laissé. la preuve ne se déduit pas uniquement des plaintes. Il peut y avoir des certificats médicaux, des attestations de suivi psychologique, des témoignages de personnes qui ont pu voir des marques sur les enfants. Il peut arriver qu'en parallèle d'une procédure d'ordonnance de protection, il y a un juge des enfants qui a été saisi. Cette saisine peut se faire de manière indirecte lorsque l'enseignant, l'assistante sociale, le directeur d'école ou l'infirmière scolaire fait ce qu'on appelle un signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP. C'est un service qui est départemental, qui recueille les informations, essaye de les traiter, propose une assistance éducative hors les murs d'une juridiction et en cas de refus d'adhésion de la part l'un ou l'autre des parents, transmet au juge des enfants qui lui va pouvoir prendre les mesures de protection qui s'imposent. Et ça, c'est valable quand il y a des marques visibles, mais dans les violences Alors, des intrafamiliales, marques visibles ou des enfants également qui peuvent en parler à l'école. C'est possible aussi, je l'ai déjà vu. quand il y a des violences d'un autre type, c'est là la difficulté de la preuve. Alors pour les violences psychologiques, ça effectivement, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Et vous, dans votre cadre d'avocat, est-ce que vous pouvez décrire aux personnes qui nous écoutent, enfin, ce que vous avez à faire, vous, dans le droit de la famille, parce que c'est très vaste, le droit de la famille. Oui, c'est très très vaste le droit de la famille. Donc il y a effectivement tout ce qui est la séparation. Alors quand c'est un couple marié, tous les aspects de la séparation sont jugés par le même juge, le juge du divorce, qui va prononcer le divorce, qui va statuer sur la résidence des enfants et les mesures d'exercice d'autorité parentale, qui va également s'occuper de la liquidation des biens, que ce soit parallèlement ou après la procédure de divorce. Lorsqu'on est pacsé ou concubin, alors on a certes moins d'engagement dans la vie commune, mais c'est un petit peu plus compliqué au moment de la séparation, puisque lorsqu'on est pacsé, bah, il faut rompre le pax, ce qui peut se faire à l'amiable ou par notification par voie d'huissier. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut à la fois saisir le juge aux affaires familiales pour tout ce qui est
les mesures d'autorité, d'exercice de l'autorité parentale, ce que je disais tout à l'heure. Ça se passe en une seule audience en principe, et faut introduire une autre procédure pour la liquidation des biens, patrimoine indivis. En moyenne, à l'introduction d'une procédure de séparation, donc de divorce, Oui. vous diriez qu'il y a combien de temps entre la demande de divorce et la séparation des biens? Chaque cas est un peu spécifique. Alors, on a une nouvelle procédure depuis le 1er janvier 2021 qui est supposée réduire les délais en ce qu'on a une seule instance à introduire par le biais d'une assignation. On a une première audience plus ou moins rapidement selon les juridictions, mais qui est généralement, on va dire en moyenne, entre 3 et 6 mois pour avoir une première audience au cours duquel le juge va fixer les mesures provisoires. Et après, on a une procédure de divorce qui peut durer, qui peut s'étaler de 6 mois à 1 an et demi, selon le degré de difficulté et le potentiel de contentieux de l'affaire. Il est certain que s'il y a des accords qui interviennent, ça peut aller plus vite. Évidemment. Et s'il y a eu une expertise ordonnée concernant les biens, et notamment la désignation d'un notaire pour préparer la liquidation du régime matrimonial, à ce moment-là, le juge aux affaires familiales peut statuer sur le régime matrimonial au moment où il prononce le divorce, sachant que cette expertise est de nature à ralentir un petit peu parce que c'est une expertise qui prend à elle seule entre 6 mois et 1 an, voire plus. L'expertise d'un notaire. Expertise, voilà, expertise du notaire. Et après, effectivement, bah, il n'y aura plus grand-chose à faire une fois que le jugement sera prononcé. Le juge statuera à ce moment-là sur les désaccords persistants entre les époux. Et ils seront renvoyés devant le notaire pour résolution amiable. Et s'il n'y a toujours pas d'accord, ils ressaisissent le juge. S'il n'y Mm. a pas ce genre d'expertise et s'il n'y a pas d'accord qui intervient entre les époux, accord même partiel concernant les biens, à ce moment-là, le juge prononce le divorce, il renvoie les parties à essayer de régler à l'amiable la liquidation du régime matrimonial devant un notaire s'il y a des biens immobiliers, et s'il n'y a pas d'accord, à ce moment-là, on ressaisit le tribunal, et là, on part sur une procédure qui dure 1 an et demi, à peu près, juste pour avoir un notaire de désigner. Le notaire ayant lui-même 1 an pour tenter d'obtenir un état liquidatif qui soit accepté par les ex-époux. Et si à l'issue de cette année, les ex-époux ne sont pas d'accord, le notaire dresse un procès-verbal de difficulté ou de carence qu'il renvoie au tribunal et on retourne devant le tribunal qui va statuer sur les désaccords persistants et renvoyer au notaire pour qu'il fasse l'état liquidatif avec les points de désaccord qu'il a tranchés. Mm. Donc, ça c'est vrai que ça peut durer longtemps. Et concrètement, lorsqu'on est dans la pire des hypothèses avec du contentieux tout le long, on peut avoir facilement des procédures de divorce qui excèdent 5 ans, voire encore plus. Mm. Mm. Encore des anciennes procédures. Alors, ça reste évidemment du domaine de l'exceptionnel. Des anciennes procédures de divorce, quand je dis anciennes, c'est même avant la réforme de 2005, où les procédures ont pu durer 15 ans, 20 ans. Ah, effectivement. Et là, on n'était même pas dans la liquidation, si? Ah, si, si, non, alors, c'est la phase liquidative, La bien sûr. phase liquidative. Et quand vous parliez des mesures provisoires, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse Alors, les mesures provisoires, bon, c'est celles qui vont concerner en priorité les enfants. C'est les mesures d'exercice de l'autorité parentale et bien souvent, sauf modification de circonstances particulières, les mesures qui sont arrêtées à titre provisoire à la première décision sur le divorce sont reconduites au moment du prononcé du divorce. Mm. Bon, sauf s'il y a déménagement ou si les enfants sont pas forcément bien dans l'organisation arrêtée lors des mesures provisoires. Là, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des mesures différentes. Alors ça, évidemment, ça Voilà, fait partie de votre travail. bien sûr. Et comme je vous ai contacté parce que vous avez une spécialité que tous les avocats du droit de la famille n'ont pas, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, mon invité, c'est que vous êtes aussi spécialisé en droit international Mhm. privé, parce qu'il peut y avoir, et il y en a beaucoup, donc des mariages binationaux et avec des spécificités, évidemment, selon les pays qui sont Mhm. concernés par ça. Alors la difficulté, c'est au moment du mariage, mais c'est surtout, c'est surtout au moment des divorces.
et des séparations et des enfants, la problématique de la garde des enfants dans ce cadre-là. Parce que vous m'avez appris il y a quelque temps qu'il y avait une convention qui s'appelle la Convention de La Haye qui régit un petit peu tout ça, mais que tous les pays n'ont pas ratifié. Alors, je vais vous laisser, vous, en parler parce que c'est votre Alors domaine. là, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, Et en, allez. et en premier lieu, j'aimerais vous reprendre sur la toute première partie de votre présentation quand vous dites que je suis spécialisé. Attention, la spécialisation, ça exige une mention de spécialisation. Celle en droit international privé n'existe pas et je n'en suis de toute façon pas titulaire. Je préfère parler plutôt d'activité dominante, un petit peu comme on fait dans mon barreau. Enfin bref. Merci pour cette précision. Voilà. C'est surtout pour alerter les justiciables qui peuvent tomber sur des avocats qui se disent spécialisés, mais qui n'ont pas en effet cette mention de spécialisation et qui peuvent en profiter du fait de cette spécialisation un petit peu fictive euh, pour majorer les honoraires. Donc, il faut également faire attention. Après, vous me parlez du droit international privé de la famille. Alors, au-delà de la Convention de La Haye, il y a un nombre assez impressionnant à la fois de règlements internationaux et de conventions internationales, puisque dans le cadre d'un divorce, prenons le cas d'un divorce international, parce que c'est là où on va avoir le plus de textes qui s'appliquent, vont se poser à chaque fois deux questions essentielles. C'est la première, est-ce que le juge français est compétent? Et la deuxième, quelle loi le juge français compétent va-t-il appliquer? La question subsidiaire étant, est-ce qu'il y a déjà une procédure dans un autre pays et voir est-ce qu'il y a déjà une décision dans un autre pays. Mais là, on rentre dans des considérations vraiment très techniques, peut-être un peu trop pour peut-être pour le lectorat ou pour le public. En tout état de cause, le droit international privé est très compartimenté. C'est-à-dire, pour chaque aspect d'un divorce, il y a une solution de compétence et une solution de loi applicable. Pour le prononcé du divorce, on va prendre le règlement qu'on appelle Bruxelles de Terre, qui date de 2019. Il y en avait un autre avant, il vient juste de le remplacer depuis le 1er août 2022. Ce règlement va vous permettre de déterminer si le juge est compétent pour prononcer le divorce. Une fois qu'on le sait, c'est à l'aide d'un autre règlement qu'on appelle Rome 3, qui date de 2010, qui va déterminer quelle est la loi qui va s'appliquer au divorce. Parce que s'il y a des éléments d'extranéité, et notamment des résidences ou des résidences à l'étranger de nationalité étrangère, on n'est pas forcément certain que le magistrat va appliquer la loi française. Si, par exemple, les deux époux vivent habituellement à Dubaï, mais This is 1080p, 60 frames per second, with a Rocksteady enabled. comme ils sont français, le juge est quand même compétent pour prononcer le divorce et devra le prononcer au regard de la loi des Émirats arabes unis, par exemple. Tout à fait. Voilà. Alors, parce que le juge français connaît quand même mieux sa loi que les droits étrangers, il est possible, mais là, ça suppose un degré de connaissance et d'accord qui soit déjà un petit peu plus élevé. Il est possible, par écrit, sous seing privé, ou même, et ça se fait de plus en plus, et vous allez me dire qu'on est dans le summum du romantisme, ça peut se faire maintenant par contrat de mariage. Si on sait qu'on va s'expatrier, on peut d'ores et déjà choisir dans le contrat de mariage quelle sera la loi applicable à son divorce. Ah ouais, bien ça. Bien. Voilà, c'est pas Alors, mal. je vais vous couper Et pour dire ouais, un petit point parce que les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai fait du droit international privé, donc le mot extranéité ne me pose aucun souci. En revanche, je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Donc, les éléments d'extranéité, ce sont des éléments qui touchent ce à sont des éléments qu'on ressort de la sphère française, en fait. la Si un sphère. des époux a une nationalité étrangère, ou même a une double nationalité, dont la française, si l'un des époux ou les deux époux résident à l'étranger, s'ils se sont mariés à l'étranger, encore que le lieu de célébration du mariage n'emporte pas beaucoup de conséquences, hormis sur le régime matrimonial, mais j'y viendrai. Tous ces éléments font qu'on doit se poser les questions. Le juge français est-il compétent? Est-ce qu'il va appliquer la loi française? Est-ce qu'une procédure existe déjà à l'étranger? Est-ce qu'une décision a déjà été rendue à l'étranger? Ça, c'est les premiers points Voilà. dans un divorce. Ce raisonnement que j'ai eu pour le prononcé du divorce, vous l'avez également
pour les mesures de l'autorité parentale, quel est le juge compétent? On reprend notre règlement Bruxelles-Luther dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelle est la loi applicable? Et là, on va prendre une convention de l'AE qui n'est pas celle sur l'enlèvement, mais qui est celle de 1996 sur la protection des enfants. Pour les obligations alimentaires, que ce soit les pensions alimentaires pour les époux ou pour les enfants, on regarde le juge compétent au regard du règlement d'un règlement européen de 2008 qui permet aux adultes de choisir, voire même au moment de leur mariage, quel juge sera compétent pour fixer leur pension alimentaire. D'accord. Voilà. Mais à défaut de choix, on a une solution qui tient compte de cette absence de choix et qui fixe des règles en fonction notamment de la résidence habituelle du créancier. Si le juge est compétent pour le divorce, peut l'être également pour les mesures alimentaires. Si le juge est compétent pour les mesures concernant les enfants, il va être compétent également sur les mesures financières relatives aux enfants. Et si le papa ou la maman a la même nationalité que les enfants, ce qui est quand même assez fréquent, et que les autres chefs de compétences ne peuvent pas s'appliquer, à ce moment-là, du fait de cette nationalité commune, on peut avoir un juge français qui va être compétent pour statuer sur les obligations alimentaires. Pour la loi applicable, on va laisser de côté ce règlement de 2009 pour aller chercher le protocole de La Haye, qui est une convention de La Haye, du 23 novembre 2007, qui fixe les règles applicables concernant les obligations alimentaires. Le principe, c'est que c'est la loi de la résidence habituelle du créancier au moment où la demande est faite, avec des exceptions. Je ne vais peut-être pas forcément entrer dans toutes les exceptions. Une exception pour les époux, parce qu'il y a peut-être une loi qui est plus appropriée, comme la loi de la dernière résidence habituelle. Pour les enfants, parce que pour certains enfants, et notamment des enfants majeurs, il y a des lois qui disent que la pension alimentaire s'arrête aux 18 ans. Nous, en France, on est plus sur un droit positif qui est l'enfant a droit à une contribution financière jusqu'à ce qu'il ait son premier emploi rémunérateur, suffisamment rémunérateur pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Il y a une espèce de régime de faveur, c'est-à-dire que si telle loi ne permet pas d'obtenir une pension alimentaire, on va regarder une autre loi. Et, histoire de couronner le tout, il est possible également à certains moments de choisir la loi applicable à ses obligations alimentaires. Et au moment du juge saisi. Pour ce qui est du régime matrimonial, enfin, et c'est là où il faut être vraiment très très vigilant lorsqu'on se marie et qu'on va s'expatrier, que deux choses d'une, soit on sait qu'on va s'expatrier, on sait qu'il va y avoir des sujets de patrimoine et on va voir un notaire pour faire un contrat de mariage, et ce contrat de mariage va désigner la loi applicable au régime matrimonial, qui va être soit la loi de la résidence d'un des époux, ou futurs époux plutôt, soit la loi de la nationalité d'un des futurs époux, parce que si on ne le fait pas, c'est le droit qui décide pour vous. Et ça va être la loi de votre première résidence habituelle qui va s'appliquer. Et il y a un régime qui est différent pour la loi applicable selon la date de mariage, parce qu'il y a eu plusieurs instruments qui se sont succédés. Pour les époux qui se sont mariés avant le 29 janvier 2019, il y avait une convention de la Haye de 1978 qui faisait que, à partir du moment où les époux avaient eu une première résidence habituelle commune, puis on avait changé et il était resté pendant 10 ans, leur régime matrimonial changeait automatiquement. Pas de manière rétroactive, uniquement pour l'avenir, mais ça changeait automatiquement, sans qu'il n'ait rien à faire. Et donc, du coup, on se retrouvait à faire des doubles liquidations. Parce qu'en fait, et là, c'est encore plus vrai que ce que je disais pour les obligations alimentaires, en fait, chaque pays a son régime matrimonial légal. Le régime matrimonial légal, c'est celui qu'on a si on ne fait pas de contrat. En France, si on ne fait pas de contrat, on est automatiquement marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire qu'on garde ce qu'on avait avant pour soi, on garde ce dont on reçoit par héritage pour soi, par contre, tout le reste est commun, y compris les salaires. Ça, c'est en France. Vous allez en Espagne, c'est la même chose, mais ça peut dépendre des provinces. Ah, d'accord. Voilà. Si vous allez vous installer en Catalogne, c'est de la séparation de biens. Si vous allez aux Baléares, à Ibiza notamment, c'est de la communauté universelle. Ah Oui, bon? voilà, De fait, c'est la communauté universelle. c'est ça. C'était la même chose aux Pays-Bas jusqu'à une période très très récente. Le régime légal sans contrat, c'était celui de la communauté universelle. C'est plus le cas maintenant, ils sont passés à une communauté réduite également. Si on va en Allemagne fixer sa première résidence et qu'on n'a pas fait de contrat, on se retrouve marié sous un régime de participation aux acquêts. C'est-à-dire qu'en gros,
Pendant le mariage, on fonctionne comme si on était en séparation de biens, mais au moment du divorce, on regarde ce que chacun avait au jour du mariage, ce que chacun avait au jour du divorce, on fait une soustraction, et celui qui s'est le plus enrichi des deux doit donner en espèces, sonnantes et trébuchantes, la moitié de son enrichissement à l'autre. Eh ben, dis donc. Voilà. Et ça peut être... Alors, c'est un régime qui est conventionnel en France, il est assez compliqué à liquider. Et enfin, il y a un certain nombre de pays, notamment les pays anglo-saxons, qui ignorent la notion même de régime matrimonial. Hmm. Voilà. Ou concrètement, ce que les époux achètent pendant le mariage, que ce soit en leur de nom ou seul, tout ça va se régler dans une sorte d'enveloppe globale qui inclura le partage des biens et le règlement d'une prestation compensatoire. Et alors après, ça dépend aussi des États anglo-saxons concernés, voire même au sein d'un même pays, les différentes subdivisions. Par exemple, en Californie, il y a un régime matrimonial qui est celui de la communauté de biens. Et c'est pareil, notamment en Louisiane. Il y a également, enfin, des pays où le régime matrimonial va être différent selon la confession religieuse d'un époux. Au Mhm. Liban, où il y a trois communautés religieuses principales, il y a un régime légal pour les catholiques, un autre pour les musulmans et un autre pour la communauté orthodoxe. D'accord. Et effectivement, du coup, vous avez parlé du Liban. Il y a aussi des spécificités avec les pays arabo-musulmans qui sont très différents chacun. On a Oui, cité l'Arabie, je pense que vous avez quelques affaires peut-être là, l'Égypte éventuellement, ces pays un peu spécifiques aussi. Vous avez beaucoup d'affaires là d'ailleurs? alors en ce moment, la mode, soit pour les influenceurs, pour les expatriés, c'est quand même pas mal Dubaï. Ah oui. Mm. Bien souvent, il y a pu y avoir des accords qui ont été faits entre-temps, notamment des contrats de mariage ou des choses comme ça. Cela étant, j'aimerais rebondir là-dessus. Effectivement, on a des soucis avec certains États, je pense notamment à l'Algérie, qui connaît encore ce qu'on appelle la répudiation, c'est-à-dire que l'époux et l'époux seul a le droit de mettre fin au mariage sans même en indiquer les motifs, simplement en le répétant Trois fois. à 3 fois devant des autorités compétentes. Ok. Voilà. Il faut savoir que dans ce type de pays, les réparations financières pour l'épouse sont assez réduites, voire très très réduites. Mais s'il y a un élément d'extranéité entre ces pays-là et la France, il faut savoir que on a une jurisprudence qui est très assise depuis une bonne quarantaine d'années, qui refuse systématiquement de reconnaître en France les effets d'une répudiation musulmane. Ça, Logique. Comme c'est... la polygamie, Voilà. c'est refusé également. Pour la polygamie, je serais un tout petit peu moins catégorique. Ah, ça a changé depuis mes études de Non, non, droit. non, non. Ben, en fait, il y a toujours cette théorie des droits valablement acquis à l'étranger. Ah, ah. La deuxième épouse, quand bien même serait-elle française, notamment pour des sujets de pension de réversion, peut y avoir droit. Mais effectivement, Mhm. le principe, c'est que quand on s'est marié une première fois à l'étranger, on ne peut pas contracter de deuxième mariage en France. C'est à la fois une nullité sur le plan, enfin, une nullité du mariage qui est encouru sur le plan civil, mais c'est également un délit pénal. Eh oui. Et est-ce qu'on peut aborder le sujet hautement dramatique de l'enlèvement des enfants, donc quand on a des couples qui sont binationaux? Oui, binationaux, alors, les situations se multiplient et sont de plus en plus diverses. On a aujourd'hui des familles qui peuvent être, par exemple, françaises, s'expatrier à l'étranger. L'un des deux se plaît plus que l'autre dans le nouvel État et rentre en France avec les enfants sans demander l'accord de l'autre parent. Il n'en demeure pas moins que c'est un enlèvement d'enfants au Absolument. sens civil du terme. On a effectivement également les couples dont l'un d'eux est originaire d'un autre pays que celui où il vit, qui décident de partir en vacances avec les enfants et de ne pas revenir, pour Mm. des raisons qui peuvent n'appartenir qu'à lui ou elle, sachant que, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les violences conjugales, on est plutôt sur des violences faites aux femmes. Pour les enlèvements d'enfants, dans 75% des situations,
les parents victimes des enlèvements sont les pères. C'est plutôt les mamans qui traversent les frontières avec les enfants de manière indue. Et dans cette situation-là, alors on a effectivement, et vous en parliez, la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, qu'on doit regarder pour les déplacements au sein de l'Union européenne avec le règlement Bruxelles de terre dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que le règlement Bruxelles de terre contient un chapitre spécifique aux enlèvements qui vient moderniser et compléter un petit peu la Convention de la Haye en nous donnant des éléments en plus. Dire que concrètement, le règlement Bruxelles, enfin, la Convention de la Haye dit que quand un enfant est déplacé illicitement, on commence par faire une demande administrative auprès d'une autorité centrale dans son pays. L'autorité centrale de ce pays transmet au pays où l'enfant est enlevé. Quand c'est dans 2 États membres de l'Union européenne, l'autorité centrale a 5 jours pour accuser réception de la demande. De la même manière que quand il y a une saisine d'une autorité judiciaire, que si on échoue à obtenir un retour volontaire de l'enfant avec le parent, il y a une procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire, elle doit être obtenue dans un délai de 6 semaines. Il faut qu'on ait 6 semaines entre la saisine de la juridiction et la décision. Et ça, généralement, les États essayent de s'y tenir. D'accord. Voilà. Alors après, au-delà de la sphère Union européenne, on a un grand nombre d'États membres de la Convention de la Haye qui ne sont pas membres de l'Union européenne, qui n'ont donc pas ces petits trucs en plus, mais la coopération peut très bien fonctionner. Ça fait un certain nombre d'années que cette convention de la Haye est en vigueur au Maroc. J'ai eu une affaire de déplacement du Maroc vers la France. Je n'ai pas eu de difficulté de communication avec les autorités centrales marocaines. Depuis très peu de temps, la convention de la Haye est également applicable avec la Tunisie, quand bien même, avant, il y avait une convention bilatérale liant la France et la Tunisie, et avec les mêmes instruments en termes d'autorité, on avait effectivement une coopération entre les 2 États pour envoyer les enfants. Ce qui peut être le cas avec des États qui ne sont pas partie de la Convention de la Haye, je pense notamment à l'Égypte. Le système de la Convention de la Haye, qui dit 104 États sur les quelques 200 qui existent dans le monde, sur les 104 États, sur à peu près 200 États qui existent dans le monde, il y a désormais un stock de jurisprudence depuis 43 ans et une doctrine qui est plutôt assise. Ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les pays signataires, parce qu'il y en a qui sont récents. Et toute cette doctrine-là, on ne peut pas forcément l'appliquer avec les États, avec des États avec qui la France a conclu des accords bilatéraux. On a des principes qui sont posés par les conventions, mais après, on a des États qui peuvent, au terme d'une procédure judiciaire qui n'est pas forcément plus légère, mais qui ne prend pas forcément la même orientation que nous, on la prendrait en France, qui effectivement peut refuser de renvoyer les enfants vers le pays de leur résidence habituelle. L'exécution de la décision judiciaire, alors on a certes, avec les autorités centrales, avec les pays, enfin pour les conventions de la Haye et avec les pays où ça fonctionne bien, on a un retour qui peut se faire dans des conditions, je ne vais pas dire optimales, parce que ça reste une exécution forcée d'une décision d'enlèvement d'enfant. J'ai quand même vu pendant ma carrière le cas d'une enfant de 12 ans qui a fait Budapest-Paris attachée dans une ambulance. Ok. Voilà. Après, on peut avoir effectivement des pays qui sont beaucoup moins regardants, avec des recours qui existent dans le droit local également pour s'opposer à une exécution. Même aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, s'il s'avère qu'un enfant devient en danger si on exécute la décision, alors même que cette notion de danger a pu être écartée par le juge qui a statué sur l'enlèvement, on peut suspendre l'exécution de manière provisoire, mais également de manière durable si le danger perdure. Et après, la notion de danger, là, c'est dans la sphère européenne. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 27 notions de danger dans l'Union européenne, soit une par État. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ce qui est relativement Et je compliqué. parle même pas des jurisprudences locales. Aïe, 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 aïe. Voilà. Sur les exécutions, de la même manière, même en France, pour les retours d'enfants déplacés en France vers l'étranger,
On peut avoir des parquets qui sont assez frileux, qui essayent de négocier le plus possible pour traumatiser l'enfant le moins possible. On peut avoir également des parquets dès le jour où la décision est prononcée, qui donc n'est pas encore signifiée, qui vous disent, attention, vous aurez beau faire appel, moi j'exécuterai quand même, en recourant à la force publique. C'est un mail que j'ai reçu ce matin, d'ailleurs, mais Ah oui. voilà. D'accord. Quel est votre regard sur tout ce système-là dans lequel vous baignez depuis maintenant plus de 17 ans, vous m'avez dit, c'est ça? C'est un regard assez sévère. Depuis le moment où j'ai commencé en 2006, j'ai trouvé que les conditions du service public de la justice ne cessaient de se dégrader. Les délais qui augmentent. Ouais. On a même vu, c'était à l'époque de la réforme Dati des juridictions confirmées, bon, une action ouverte après, hein, sur des considérations politiques tout aussi peu fiables que sur lesquelles des juridictions ont fermé. Donc, il y a pas de dogme à avoir là-dessus. Mhm. Bon, je pense notamment à un président de la République qui a réouvert un tribunal dans son fief. Voilà. Où il n'y avait pas forcément, il y Pour avait pas forcément servir. d'activité juridictionnelle dans ce point-là. Mais les conditions sont les exercices sont de plus en plus compliqués. On a un accès aux magistrats qui est de plus en plus compliqué. On a des conditions de travail de magistrats et surtout de greffiers qui ont été en grève cette semaine notamment, qui ne cessent de se dégrader. On a des budgets de la justice qui augmentent ça chaque année, ça c'est un fait. Bon, après, il faut dire qu'il y a l'essentiel de cette hausse de budget qui part au carcéral, à l'administration pénitentiaire. Parce que oui, nos prisons sont aussi complètement vétustes. Les conditions de nos prisonniers sont également sont complètement révoltantes. Et si on veut arrêter de se faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, oui, il faut également veiller aux conditions de vie des détenus. C'est vrai C'est aussi. pas possible de se mettre à 11 dans une cellule sans compter les rats. Ah ouais. C'est, c'est... Mais à côté de ça, la justice civile souffre aussi. On a en plus subi la concertation avec les acteurs, que ce soit les magistrats, les avocats, a été assez brève. On a quand même eu une réforme de procédure civile il y a 4 ans, qu'on a dû intégrer à marche forcée en pleine période sanitaire. On a une digitalisation des relations et des procédures qui fait que bah, on a non seulement plus un accès aux magistrats, mais qu'on est en plus à la merci du numérique. Ce qui, bah, quand on est un avocat qui gagne plutôt bien sa vie, c'est, on peut avoir un matériel dernier cri qui permet de faire fonctionner les outils normalement. En revanche, il y a un certain nombre de juridictions, et même pas forcément des petites juridictions, où les magistrats et les greffiers travaillent encore sur Windows 97. Ah, effectivement. Voilà. Et qui ont du coup, qui ont pas du tout le matériel qui est adapté aux outils numériques qui sont inventés par la chancellerie. Aujourd'hui, pour avoir une date de première audience de divorce, on est obligé, bon, d'avoir un avocat, mais cet avocat est obligé de prendre une date sur un sur une plateforme numérique. D'accord. Voilà. Et selon les juridictions, il peut arriver qu'il n'y ait plus de date disponible, qu'on soit obligé de recourir au bon vieux greffe. Ils sont déjà débordés, ont déjà d'autres choses à faire. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, à Paris, bon, on avait ce qu'on appelle les audiences de mise en état, c'est-à-dire les audiences de procédure, où on donnait nos instructions 2 ou 3 jours avant par fax. Et si on n'avait pas le temps, on se déplaçait à l'audience, on avait l'occasion de parler avec le magistrat, on voyait ses confrères, c'était un moment très sympathique. Depuis la mise en œuvre des outils numériques, on n'a plus, dans la plupart des juridictions, on n'a plus le droit en tant qu'avocat d'assister à ces audiences. Et pour y assister, il faut prendre un rendez-vous judiciaire. Non. Et pour que le rendez-vous judiciaire soit accordé, encore faut-il que le greffier ait le temps de répondre à votre mail. Non, Si, 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 si. c'est fou. Voilà. Je passe également sur les délais en matière de cour d'appel qui sont tout simplement scandaleux. Là, les appels interjetés contre des décisions en région parisienne dans le ressort de la Cour d'appel de Paris sont audiencés à voire fin 2025. D'accord. Donc, de maintenant à 2025 déjà. Voilà.
C'est ça. Ok. Et bon, alors, Paris est peut-être le pire exemple, hein. Bon, il y a quelques cours d'appel qui vont quand même un petit peu plus vite, mais les délais s'allongent dans toutes les juridictions. Oui, puis j'imagine que plus la ville est grande, évidemment, plus les délais s'allongent. Il n'y a pas forcément, puisque plus la ville est grande, plus le ressort de population est important, plus on donne des moyens. Ah oui, c'est vrai aussi. Voilà. Ce qui n'est pas forcément évident quand on plaît dans une juridiction province proche région parisienne qui n'a que 3 juges aux affaires familiales et quand il y en a un qui est arrêté pendant plusieurs mois. Un Hmm. magistrat, ça reste comme nous tous un être humain. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il travaille trop, il travaille trop et il ne peut plus travailler. Donc, le burn-out, ça existe aussi dans les services publics. Bien sûr, Donc bien sûr. voilà, il y a des choses qu'on met en place. Le développement des modes amiables, ça, c'est très bien et c'est louable. Que ce soit la médiation, les procédures, le droit collaboratif, les procédures participatives, la justice restaurative pour le pénal. C'est des choses qui sont très bien pour les justiciables en termes de coûts et de rapidité Hein. et de possibilité de façonner un accord sur mesure. En revanche, un dossier avec des violences conjugales, on ne peut pas forcément le traiter comme ça. Mhm. Mhm. Surtout quand ça concerne aussi les enfants et quand on a la partie Un qui... dossier d'enlèvement, on ne peut pas le traiter comme ça. Non, non. Concrètement, même quand on fait un mode amiable, pour pouvoir reconnaître un jugement dans l'Union européenne, un jugement de divorce ou un divorce tout court dans l'Union européenne, il faut que l'enfant doué de discernement ait eu la possibilité d'être entendu. Ce qu'on ne s'embête pas à faire, parce que juste quand on est dans un mode amiable, parce que justement, on cherche une efficacité, une rapidité et du win-win. Je pense que les justiciables sont en train effectivement d'intégrer qu'au vu des délais, ça peut être pas mal de devenir adulte et de parler. Mhm. Et dans un certain nombre d'affaires, de toute façon, on ne leur en laisse pas le choix. Donc, j'ai vu ça notamment pour une liquidation de droits patrimoniaux des concubins, qui était une affaire qui n'était pas forcément à gros enjeux financiers, mais ils n'arrivaient pas à s'entendre. Ils ont été envoyés en médiation et ça a été fini en 3 mois, alors que peut-être 4, allez. Alors que si on était resté sur le cursus classique, on aurait attendu 1 an et demi avant d'avoir un notaire qui aurait fait un état liquidatif alors qu'il n'y avait pas de bien immobilier. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Lorsque j'arrive donc à trouver une solution ou une argumentation et que le client ou la cliente me dit, c'est formidable, c'est exactement comme ça que je voyais les choses. Ah, C'est chouette. d'avoir à réussir, d'avoir à faire assez d'empathie pour intégrer, comprendre la situation et trouver les remèdes pour y parvenir. Prioritairement amiable, mais contentieux quand c'est pas possible autrement. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'était très intéressant parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Mes études de droit remontent à très très loin. Les cheveux gris en attestent. Je vous remercie beaucoup, Maître Epler, et ben, j'espère que ça apportera pas mal de connaissances à tous ceux qui nous écoutent. Merci Merci. à vous. Au revoir.